Maintenant, en termes de plan, nous allons regarder les déterminants de la croissance économique, quand on va parler des notions de ressources naturelles, on a parlé de la population active, on a parlé de la qualité de la main-d'œuvre d'une économie, et on a parlé tout de l'accumulation du capital et pourquoi pas le progrès technique. Et puis, toute typologie de croissance, on parle de différents types de croissance et même approche de croissance parce que quand on parle de typologie de croissance, ce n'est pas seulement en, en question de type de croissance, mais tout en pile là-dedans, c'est des approches de croissance économique ou de progrès économique. Dans ce cas-ci, c'est que son bagage, c'est les déterminer. Mais avant que nous commencer, puisque vous êtes en 4e année, qui ça veut dire déterminant en économie? Qui ça veut dire déterminant en économie? C'est un cas de monde qui va monter on idée de ça. Qui ça détermine ça? Sans comprendre de ça. La notion de déterminant en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va montrer? Dis-moi. Ça veut dire quoi? Au juste. Ça veut dire quoi? Personne? Ça veut dire quoi? C'est pas le déterminant de la croissance, ou pas le déterminant de la production, ou pas le déterminant de Facteur par exemple du facteur PIB, peut-être pourquoi pas. qui le variable. C'est facteur qui est capable et qu'a dit en aller, c'est qu'a dit, vous dites, non, c'est Jocelyn. Tu veux ajouter quelque chose, Jocelyn? Qu'il est un élément, c'est un en fait, qu'il est un élément qu'a considéré comme un déterminant de une situation. Allez, les gars, allez, je vous écoute. Salut, salut professeur. Salut mon pote. Bon, nous avons dit que un élément considéré comme déterminant de une situation, bien un phénomène, et c'est là que nous avons dit élément ça, il est considéré comme un élément déclencheur et de phénomène ou bien situation ça. OK. Bon, un exemple concret. Est-ce qu'on a un exemple concret au Cabanou pour faciliter l'autre monde de comprendre si vous ne pas comprendre? On me dit que si que n'a essayé ouais et qui exemple de cas prend on par exemple de situation actuelle et regarder et que nous vivons pour le moment. Regarder qui surtout gain rapport avec insécurité routière et surtout nous avons dit que insécurité routière là et donc élément déclencheur donc c'est surtout on a des phénomènes on a des et bon on a des monde qui surtout levé dans la zone défavorisée donc dans la zone défavorisée donc il y a un petit monde qui parle l'école et donc qui la dans la rue donc on a dit qui pas encadré donc ça yo qui vient permettre que on a dit moralement moun ça yo pas solide donc ça fait que au vient entrer tête donc dans série d'action
et qui est immoral. Donc, nous avons dit ça, lui-même, c'est déclencheur et situation ça que nous gagnons aujourd'hui que nous avons. OK. Donc, de ce fait, on lié pauvreté avec insécurité, c'est ça? Bon, oui. Donc, c'est un bagage qui cause insécurité. Donc, insécurité, bon, même que l'insécurité, elle est plus vaste que gangsterisation. Parce qu'après, il faut aller parler d'insécurité, seulement, ouais, approche gangsterisation, même que le plus vaste, mais pauvreté en soi, donc, il permet insécurité sous diverses formes. OK, excellent, excellent comme réponse et surtout comme explication. Comme économiste, c'est ça qui est important, et leur fait économie. Donc, c'est pas juste une mode de concept et puis ça finit, mais ça qui est important, c'est comprendre le concept. Ouais, me pose une question sur déterminant, pas juste entrer pour nous dire le déterminant, voilà, mais d'abord, il faut comprendre qui ça on détermine. Donc, en économie, un déterminant, c'est ça nous est une variable qui est capable d'expliquer un phénomène. Donc, elle est capable d'expliquer le phénomène, elle est capable d'expliquer soit de façon positive ou de façon négative. Par exemple, étudiant ce point, tout dit que pour lui-même, l'insécurité sur les différentes routes nationales d'Haïti est expliquée par la situation de pauvreté au niveau de certaines zones du pays. Donc, de ce fait, pour lui-même, c'est que pauvreté avec question insécurité, donc, qu'on influence que pauvreté a gagné sur l'insécurité. Donc, quelle influence, si c'est sur le plan, si la sécurité n'en parle, en fait, donc, si la situation sécuritaire, automatiquement, l'impact totalement négatif, parce que à chaque fois que gain une augmentation de pauvreté, ça fait gain insécurité. Donc, on a à chaque fois que une diminution au niveau des gens qui vivent en situation de pauvreté, ça considérablement lui-même les fait réduire ce qu'on appelle le niveau d'insécurité dans le pays. Donc, de ce fait, c'est que ça, c'est un élément qui explique un phénomène. Même là, c'est pas un cadre. Puis simple, on prix produit avec quantité disponible. Qui ça fait prix à monter? Je dis c'est par rapport à la quantité disponible. Donc, de ce fait, la quantité disponible pourrait affecter le prix. Donc, de ce fait, la quantité, c'est une variable qui explique, donc qui pourrait bien sûr expliquer la hausse des prix. Quoique, comme on est dans l'économie, donc il n'y a pas qu'une seule variable qui explique un phénomène. On est clair là-dessus. Mais cependant, il y a toujours un facteur qu'on appelle le facteur principal ou encore plus déterminant par rapport à la situation quelconque. Donc, si on a parlé dans ce sens, c'est que capable, dans un moment donné, c'est quantité qui explique la hausse des prix. Dans l'autre moment, ce n'est pas quantité qui explique la hausse des prix, mais peut-être ça peut arriver que c'est c'est capable de que son instabilité sociopolitique, par exemple. Ça peut arriver que tout c'est en spéculation sur le marché. Donc, tout ça va expliquer en situation. Donc, tout ça qui a expliqué la situation, on doit déterminer. Qu'elle explique de façon négative, qu'elle explique de façon positive, on les appelle déterminants en économie. Et c'est pour cela que le professeur doit faire un café économique avant, il fait ça, les variables explicatives qui expliquent un phénomène ou encore qui expliquent un variable en objet. Donc, dans le cas ça, il y a deux variables, des variables en dos, une variable exo. Exo, c'est ça, les variables explicatives, et en doigt, c'est ça, les variables à expliquer en quelque sorte. Donc, encore, c'est le phénomène en question. Et les variables explicatives, c'est ce qu'on appelle les variables causales. Donc, ces variables-là expliquent le phénomène en question. Donc, de ce fait, si on veut comprendre la croissance économique, la croissance économique comme une situation, comme un phénomène,
Donc, il faut faire appel à plusieurs variables qu'on appelle plusieurs déterminants. Et d'après les économistes, le premier déterminant d'une situation de croissance dans un pays, ça veut dire pour qu'il y ait croissance dans une économie, le premier élément qu'on devrait considérer, c'est la disponibilité des ressources naturelles. Quand on dit ressources naturelles, c'est un ensemble de ressources que le pays a disposé sans que il va faire 1%. Donc, ça veut dire, par rapport à votre position géographique, vous disposez d'un ensemble de ressources naturelles. Ça peut arriver, c'est le soleil là. Ça peut arriver que c'est la pluie causant un peu. Ça peut arriver que c'est une situation en bas de c'est par rapport à l'architecture là, l'espace là. Ça peut arriver que c'est dans ce sous-sol là. Donc, toute ressource qu'on dispose sans que ce n'est pas en construction humaine, automatiquement, il y aurait des ressources naturelles. Donc, ce qu'on va regarder à travers le monde, un ensemble de pays qui développaient, c'est un ensemble de pays qui disposaient des ressources naturelles. Donc, de ce fait, donc, ressources naturelles expliquent positivement la croissance économique. Ça veut dire la disponibilité des ressources naturelles, donc, pourrait bien sûr faire croître une économie. Donc, à niveau que le pays a plus de ressources naturelles, c'est à niveau il est plus facile pour développer. Mais attention, malgré dans mer, il dit une forte disponibilité des ressources naturelles induit la croissance économique. Cependant, le rôle des ressources naturelles dans la croissance est parfois controversé. Et c'est ça l'économie. Donc, quelqu'un qui fait l'économie devrait avoir ce qu'on appelle que je peux dire, c'est faut que les gains ont idée critique ou encore faut qu'on vit qui est controversé. Pourquoi? Parce que en économie, pas gagner qui est vérité absolue. Et c'est ça fait qu'il n'y a pas eu de situation économique. Donc, même bagaille est capable de produire dans différentes périodes, mais ce n'est pas même bagaille qui explique. OK? Quand tu as un gros Haïti en 2010 et puis un grand gros Haïti en 2025, c'est le même facteur qui explique la situation de, comment dire, la faim en Haïti. OK? C'est ça qui fait que l'économie ça se poser, gagne une idée, comment dire, faut que les gains ont compréhension plus ou moins critique pour comprendre, pour faire ça, un peu d'équilibre. Donc, ça veut dire quoi? C'est que, qui ça fait le controversé? Parce que, à travers le monde, il y a certaines études qui montraient que l'ensemble de pays qui disposent d'un ensemble de ressources naturelles, mais pays ça n'a pas progressé économiquement. Pourtant, il y a un ensemble de pays parallèlement qui n'ont pas plus de ressources naturelles, mais au développement. Par exemple, si on prend le cas du Japon, le Japon pas vraiment dans de ressources naturelles, mais le Japon développé. OK? Donc, de ce fait, automatiquement, le ressources va dire que vous avez développé vous ça. Donc, si vous voyez, un pays pourrait occasionner de la croissance sans avoir pour autant des fortes ressources naturelles. On fait référence souvent au cas du Japon pour prouver qu'un pays peut connaître une croissance rapide sans posséder d'abondance de ressources naturelles. Cela sous-entend quoi? Parce qu'en économie, on peut disposer des ressources là, mais pas produire croissance. Et pourquoi? Parce qu'il faut que vous puissiez la capacité de les exploiter. Si on prend en Haïti, nous avons tellement de belles plages naturelles, mais qu'est-ce que nous faisons avec? Rien. Donc, de ce fait, nous avons beaucoup de ressources naturelles, mais nous ne pouvons pas faire avec. Il faut les exploiter pour que ça soit capable de produire croissance économique. C'est avec papa qui a 4-5 carottes en dehors, et puis, nous vivons Gonaïve, pendant que nous vivons Gonaïve dans la pauvreté. Donc, qui ça fait dans la pauvreté? Parce que nous ne pas exploiter les ressources naturelles, là, c'est le même genre de pays. Donc, c'est pas trop différent en termes de compréhension. Donc, c'est ça un peu, et comme croissance économique. Donc, de ce fait, pour l'économiste, c'est que ressources naturelles et croissance, c'est deux variables qui corrélent de façon positive ou encore de façon proportionnelle. Ça veut dire toute hausse
Pourquoi toute disponibilité de ressources naturelles est supposée provoquer une croissance économique en quelque sorte. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? OK, on continue. Deuxième variable qui est importante, c'est l'importance de la population active. OK? L'aime dit population active. Qu'est-ce qui a dit sa population active dans le pays? Qu'est-ce qui a dit sa population active dans le pays? Qu'est-ce que la population active dans le pays? Donc, population active dans le pays, donc c'est un ensemble de monde qui gagne l'âge pour le travail, qui gagne l'âge pour le travail et puis qui a cherché travail. OK, super. Maintenant, si ça arrive que on peut expliquer le plus bien pour un nègre qui pas dans l'économie même, pour le comprendre. Faut pas dire. Il fait peut-être que petit frère là qui fait soit non philo mais pas. On va dire qu'on a un bail ça, il doit expliquer une population active un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, population active, l'argent que nous avons, pour que vous fassiez partie de population active là, donc il faut que vous ayez une capacité pour travailler. Donc, on dit que il y a un monde qui levé, et puis on dit que les levé dans centre-ville. Il levé dans centre-ville, et puis, donc, il pas gagné, et on dit pièce. Bon, est-ce que il y a pas qui c'est vrai que qui pas gagné capacité, mais on dit que ça que Villa pour offrir comme travail, donc lui-même il pas une capacité ça. Donc ou bien que mon nan c'est un monde qui a à mobilité réduite. Donc ça arrivé soit le petit ou bien le ou bien le handicap quelconque, moun ça nous pas considérer. C'est vrai que moun ça il a l'âge pour le travail, mais nous pas considérer moun ça comme un monde qui fait partie de la population active là, puisque il a un handicap quelconque, donc ou bien que il a mobilité réduite. Super, good job comme réponse. C'est que comme vous avez étudié en macroéconomie 1, je crois, la notion de population active lui fait référence à la main-d'œuvre de l'économie nationale. L'économie, c'est-à-dire, depuis que population active, c'est la main-d'œuvre de l'économie. Quand on dit la main-d'œuvre de l'économie, c'est ensemble de monde qui dans l'espace là, qui non seulement gagne l'âge pour le travail, mais qui dispose de capacités et de disponibilité à travailler. C'est ce qu'on appelle la main-d'œuvre de l'économie. Donc, depuis me dire l'âge, moi, c'est un monde qui a au moins 15 ans, selon les Nations Unies. Me dit son monde qui a une capacité, ça veut dire son monde qui physiquement répond pour que le travail. Disponibilité, ça veut dire son monde qui est prêt pour le travail. Voilà. Donc, si on parle de population active, automatiquement, il faut exclure d'abord les gens qui ont moins que 15 ans. Il faut exclure les gens qui ne sont pas disponibles à travailler, comme les étudiants, comme les femmes au foyer, et les gens qui ne disposent pas de capacité à travailler, comme les handicapés, soit handicap physique ou moral, ou mental, si on peut dire comme ça. Et même les gens qui ne sont pas prêts à travailler, c'est ce qu'on appelle les gens qui décident délibérément de ne pas travailler. Vous voyez? Donc, de ce fait, quand on dit la main-d'œuvre, c'est les gens qui sont non seulement disponibles à travailler, qui ont l'âge recommandé pour travailler et qui sont prêts à travailler. Tu vois? Donc, c'est la main-d'œuvre de l'économie nationale. C'est pour cela, donc, dans le cas ça, il parle pas de population en arrêt de travail, il n'y a pas de population active, population inactive. En arrêt de travail, c'est tout le monde dans l'espace qui depuis pour petit 15 ans, ça veut dire depuis la tranche 15 à X, donc c'est la population en arrêt de travail, quel que soit le statut, quelle que soit la situation.
Et maintenant, en dedans groupe ça, il y a les gens qui sont actifs et il y a qui pas actifs. Actif là, c'est ça qui a l'âge là, qui a une capacité et qui est prêt. Et inactif là, c'est monde qui n'est pas disposé pour travailler, pas capable de travailler pour une raison ou bien l'autre. OK? Donc, de ce fait, quand on voit la population active, c'est pas la population en général, c'est pas les gens qui ont l'âge et ont l'âge, mais de préférence, c'est la main-d'œuvre de l'économie, c'est les gens qui sont disposés et qui sont capables. OK? C'est la main-d'œuvre. Par exemple, si on estime que la population active d'Haïti est estimée à 50% de la population totale, ça veut dire que sur chaque 100 personnes qui ont dans l'espace là, il y a 40 là-dedans qui sont prêts pour travailler. OK? Comme il y a 40 là qui sont prêts pour travailler, on va besoin, il y a un qui travaille, il y a un qui pas travaille. Ça veut dire qu'il y a un qui travaille, il y a le travailleur, ça qui travaille, il y a qui. C'est qui travaille, comment il y a guys? Chômeur. C'est les chômeurs. Bravo. Tu es comme un qui te met dans les bouts job, qui c'est on connaît son motion que il te demandé, mais en question que Oui, oui. bon, juste avant, Voilà. merci pour votre disponibilité. Ça fait plaisir, Alors, mon il cher. y a une question que je vais poser, c'est, là, on t'a parlé de population active, là. On t'a demandé, est-ce que nous avons entrepreneurs ou bien gens qui ont entreprise yo, qui recevoir uniquement des dividendes, mais est-ce que vous fait partie de la population active là, ou bien est-ce que c'est chômeur, ou bien dans quelle catégorie yo Pas classé chômeur, comme il y a ça? travailleur, partie du monde qui travaille, qui a une activité. Il ne faut pas dire qu'il y a une activité. Il n'y a pas même revenu avant comme monde qui travaille de 8 et 4 heures, mais ils sont des travailleurs. Non, mais finalement, il va recevoir un salaire. Non, ils pas recevoir un salaire, mais ils ont un revenu. Oui, Ils ont un revenu qui provient d'une activité économique. oui, je comprends. OK? Donc, de ce fait, les placés, il fait partie de monde qui travaille. Je dis Ah, comme, ok. D'accord. parce que il n'est pas besoin de faire 8 et 4 heures pour le considérer comme travailleur. Si vous comprenez. Depuis Ok. que le bon revenu, automatiquement, le revenu, ça. Comprendre qu'un entrepreneur, il a un dividende, dépendamment de qui forme d'entreprise là. C'est Oui. l'individuel. Un bénéfice qui vient de lui. OK, sous capital, il y a, qu'il investit, mais s'il fait là avec mon niveau de dividende. Et si c'est arrivé que le travail autonome, tout, si son bail fait peut-être lui. OK? C'est simple. Donc, au sein de l'économie, il est en activité. OK? C'est bon? Merci. OK, mon patron. Donc, on dit que le taux de croissance d'un pays dépend en grande partie de l'importance de la population active. Est-ce que c'est clair? À chaque fois que il y a plus de monde qui dispose à travailler et qui travaille, donc c'est en plus pour pays pour qu'on ait une croissance économique significative. Qui ça? Parce que la main-d'œuvre de l'économie, c'est la force motrice de l'économie. Et vous connaissez très bien, au sein de l'économie, il y a deux grandes catégories de ressources, c'est les ressources humaines et les ressources matérielles, si nous sommes capables comme ça, ou encore le capital en économie. Donc, de ce fait, il n'y a aucune possibilité pour produire richesse sans présence des ressources naturelles, des ressources humaines. Donc, ça veut dire, à chaque fois qu'il y a plus de ressources humaines qui sont disponibles, il y a plus de possibilités pour produire bien accès. Et si la situation est inverse, donc l'inverse est aussi vrai, donc il y a moins de possibilités pour produire croissance. Donc, dans ce cas, comme économiste, vous allez poser cette question, pour qui ça, un ensemble de pays qui toujours ouvrir à l'immigration? C'est parce que ils voulaient augmenter la capacité productive
active yo, parce que à chaque fois que yo ouvre avec immigration, yo facilite un ensemble de monde entrer dans le pays. Et sur le plan économique, c'est un capital humain. Et capital humain, c'est une ressource importante pour produire un bien ou un service. Et parallèlement, ensemble, nous allons obligé de consommer ensemble des biens et des services. Donc, de ce fait, la consommation, parallèlement, va augmenter. C'est ce qu'on appelle la consommation, va augmenter. Donc, de ce fait, si consommation peut augmenter, production peut augmenter, donc, il y a plus de possibilités pour que le pays ait fait progrès. Et puis nous-mêmes, nous croisons des bois, nous, dans le pays, et puis nous quittons mon parti. C'est comme si ce n'est pas important. Ce que vous voyez. Donc, de ce fait, à niveau que la population active est importante, c'est à niveau que il y a une possibilité pour qu'on ait une croissance qui est aussi importante. Mais cependant, j'aime dit tout à l'heure, il faut qu'on utilise le cas d'Haïti. C'est plus que 50% de jeunes qui sont âgés entre 15 à 35 ans, d'après le données disponible. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Quasiment rien. Il dit que cette dernière est proportionnelle à la production réelle. Je vais l'expliquer. Des biens et des services dans l'économie. Toutes choses étant égales par ailleurs. Ça veut dire quoi? Donc, population active l'a expliqué considérablement la croissance si et seulement si les autres variables restent constantes. Bien sûr, si dans le pays, l'État n'a pas d'effort que le fait pour valoriser la population active, on va penser que parce qu'on gagne moins et puis ça c'est bon pour que nous croissance. Non, elle n'a pas fait comme ça, pardon. Elle n'a pas fait comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, si on l'autre variable cap affecter progrès négativement, pas penser que la population active suffit pour que vous lancez. Donc, c'est important. Donc, de ce fait, corrélation? La corrélation est positive ou négative? Hein? La corrélation est positive ou négative? Mes amis, la corrélation est positive ou négative dans ce cas-ci? Entre la population. La corrélation est positive. Absolument. La corrélation est positive ou encore est proportionnelle. Pourquoi? Parce que toute augmentation de la population active entraînerait une croissance économique. Je dis entraînerait, pourquoi? Parce que toute chose étant égale par elle. Troisième facteur important, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Ah, vous voyez, là, nous parlons de la population active qui symbolise la main-d'œuvre de l'économie nationale, mais là, il y a l'autre facteur qui est extrêmement important, qui allait plus loin que ça. C'est la qualité de la main-d'œuvre. Quand on dit la qualité de la main-d'œuvre, c'est quoi? C'est est-ce que ressources qu'on gagne, il peut permettre que ou arriver à l'objectif fixé. C'est ce qu'on appelle main-d'œuvre qualifiée. Main-d'œuvre qualifiée veut dire que ce sont des qui font un diplôme. Main-d'œuvre qualifiée veut dire que les gens qui sont dans l'espace là, il y a une formation requise pour donner des résultats qu'ils ont cherché à court, moyen, long terme. C'est ça le dit. Il avait dit que tout le monde fait université, ou tout le monde a fait université, mais la population, la qualité de la main-d'œuvre, la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Pourquoi? Parce que le diplôme que vous gagnez est totalement parallèle avec l'objectif que nous avons cherché. Et c'est pour cela que dans les pays développés, il n'y a pas formé le monde. Il n'y a pas valoriser le métier juste pour valoriser le métier, il valorise le métier en fonction de qui ça? De programme de développement. Qui a ce besoin? Est-ce que c'est un mec qui fait philosophie, etc. et puis c'est suffit? Non. Est-ce que le modèle de développement économique est passé par un groupe mec qui fait philosophie et puis c'est non? Non. Il a fait comme ça parce que l'école là, elle est faite en fonction de projets de société. C'est pour cela l'école française avec l'école américaine, pas même.
l'école, même Canada avec l'école américaine, pas même, parce que pas le même modèle économique, tu as le même modèle de société. Est-ce que donc, de ce fait, la main-d'œuvre qualifiée, c'est un main-d'œuvre qui, en quelque sorte, répond avec exigence que vous demandez sur le marché du travail. Parce que l'école là, classique, là, formé pour l'université, l'université a formé pour l'entreprise là, pour l'administration publique là, et et puis l'entreprise là, c'est qui ça? Lui, automatiquement, a fait un travail pour produire en leur société. Mais malheureusement, dans notre cas en Haïti, c'est pas ça. Donc, de ce fait, il faut que la main-d'œuvre soit qualifiée. Donc, disponibilité de main-d'œuvre pas suffit, mais il faut que la main-d'œuvre là qualifiée. Elle influe grandement la croissance économique. Une main-d'œuvre hautement qualifiée, spécialisée et bien formée contribue considérablement à la qualité des biens et des services. Imaginons en Haïti, on a dit, mon cher, c'est l'agriculture qu'on va prioriser. Et puis, vous regardez dans l'université, la majorité de gens qui fait l'université, c'est la philosophie, c'est l'école normale qui fait. Mais là, le problème, si on dit la priorité, c'est l'agriculture. On ne peut pas avoir tout côté de base, tout centre de formation, c'est le bagage à former mon yo. On ne peut pas avoir agronomie, on ne peut pas avoir, par exemple, technique agricole, on ne peut pas avoir monde qui a formé sur question botanique, etc. Là, il y a un problème. On ne peut pas avoir monde qui a formé en économie, on ne peut pas avoir monde qui a en comptabilité, etc. Ouais, ça, et puis on dit, bon, il y a un problème. Donc, oui, mon a un diplôme, mais on va qualifier. Par rapport à quoi? Par rapport à l'objectif fixé. Okay? Donc, la priorité économique, c'est pas seulement juste aller en plus fort montant avec ces terres en termes de développement infrastructurel, mais tout lié avec question de formation. OK? Il en va de même il en va de même d'une main-d'œuvre en bonne santé et énergétique. Tu vois, même la santé rentre en ligne de compte dans ce cas-ci. Donc, est-ce qu'il y a un système de santé qui kembe main-d'œuvre là en santé? Donc, normalement, si ça arrive que on voit ensemble de monde dans l'espace là, qui malade tout le temps, pas qu'à une soin, pas prétendre que vous avez une économie qui gagne. Parce qu'il faut que l'individu soit en bonne santé énergétique pour que le produit, productif, pour que le rendement qui est intéressant. De ce fait, la qualité de la main-d'œuvre et la croissance, il y a une corrélation aussi positive. Toute augmentation de la qualité de main-d'œuvre engendrerait une croissance économique et vice-versa. Quatrième facteur extrêmement important, c'est l'accumulation du capital. L'accumulation du capital, là, on est surtout dans les ressources matérielles. On dit que la plupart des théories relatives à la croissance économique attribuent un rôle primordial à la formation du capital. En effet, la qualité d'usine, de matériel et de machines est directement proportionnelle à la capacité de production de biens et de services. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il ne suffit pas de monter des usines. Maintenant, c'est quel type d'usine qu'on va monter? Est-ce que c'est des bagages qui sont vraiment productifs ou pas? Est-ce qu'on achète les machines qui sont capables de permettre que nous produisons ça ne souhaite produire? Donc, ce n'est pas seulement avoir des entreprises au sein de l'économie, mais est-ce que ce sont des entreprises productives? OK? Donc, de ce fait, les investissements augmentent le capital. On est clair là-dessus parce que quand on dit capital, c'est quoi? C'est les ressources disponibles, les ressources matérielles de l'économie. Également, le taux d'investissement influe celui-ci et la croissance économique chez Terris par exemple. Donc, de ce fait. Donc, si on décide de faire un investissement, l'investissement, c'est quoi? L'investissement, c'est faire augmenter la capacité de production d'un pays, d'une entreprise. OK? On a deux machines pour produire bien, acheter notre machine. Enfin, il faut un nouvel investissement. On a une technique pour que moi faire contrôle de production, donc on change de technique là, et puis on fait acquisition de l'autre technique, investissement.
OK? Et dans l'autre type d'investissement qu'on appelle l'investissement en stock, ça peut arriver que ne pas augmenter les ressources qui sont disponibles pour produire bien, mais juste augmenter ça les stock de production dans prenant une bonne entreprise commerciale. Qui dès qu'on achetait 10 sacs d'huile, achetait 11. Donc, ils font un investissement en plus qui sont variations de stock. OK? Donc, de ce fait, quand il y a plus de capital disponible pour produire le bien, automatiquement, il y a plus de possibilités pour nous produire. Et si nous produisons plus, donc il y a possibilité pour nous produire en croissance qui est beaucoup plus intéressante. C'est l'accumulation du capital. Et le cinquième facteur extrêmement important, c'est le progrès technique. Qu'est-ce que la CADIM, comment on a défini le progrès technique? Qu'est-ce que CADIM ça? Comment on définit le progrès technique? Puisque c'est sûr que nous faisons un cours qui est l'économie du développement déjà, ouais. Nous faisons un cours, le thème, c'est pas nouveau. Hein. Le progrès technique, c'est quoi? Quel parle de progrès technique? Professeur, nous sommes capables de dire progrès technique, ça fait référence avec nouvelles procédés de production, tout ça. OK. Si ça arrive, et nous de façon, bon, expliquez-nous de façon réelle. Et au cas même fait différence entre l'accumulation du capital et le progrès technique. Et puis, au cas, ça peut être qu'on comprenne bien. On allez. Ouais. On avance. On dirait que connexion avancée technologique, tout ça. Ouais. Ouais. Pour prendre ça comme exemple. Mais pour être plus clair, c'est que le progrès technique fait référence, comme on dit, à l'innovation, c'est extrêmement important. Ces changements de technique de production sans pour autant augmenter la quantité de ressources qui sont disponibles. Par exemple, accumulation du capital, c'est fait augmenter la quantité de ressources disponibles. Par exemple, il y a 2 machines, m'achetons l'autre, nous fait 3. Est-ce qu'on est là? Maintenant, quand il y a un progrès technique, au lieu que il y ait 3 machines, moi, capable d'utiliser toujours 2 machines, même si c'est 2 machines qui capable de faire une production qui est beaucoup plus intéressante. C'est le progrès technique, c'est l'amélioration de la capacité des ressources. Exemple, nous avons 2 machines, pour un bon exemple qui est banal, on a un cybercafé, par exemple, on produit, ou on faire impression. On a 2 machines. That's good. Pour que vous fassiez copie. Au lieu que vous achetez une 3e machine pour capable de faire plus copie, ou préférez utiliser 2 machines toujours, mais qui ont un rendement qui est élevé. Ça veut dire en termes d'avancée technologique, donc les capables d'avoir un rendement qui est beaucoup plus intéressant. Ça s'appelle le progrès technique. Donc, dans le progrès technique, au lieu d'augmenter les ressources, mais on améliore leur capacité. Est-ce que c'est bon? Est-ce que me plaît? Si qu'on y a même prendre un cadre humain, au lieu que patron dit mon cher, on va prendre 3 employés, on va les former 2 employés. Ils allaient. Au lieu de mettre en 3e, on y former l'autre 2 pour le plus maintenant. Donc, on améliore le capital, on améliore la ressource en question. On dit que le progrès technique est facteur de croissance car il améliore la productivité du capital. Je vais le dire.
c'est quoi la productivité? La productivité, c'est l'augmentation de quoi? C'est l'augmentation de ressources. Alors, si on apprend productivité en soi, si fait référence à la production, c'est faire augmenter la production. Maintenant, si on a un capital plus productif, ça a la productivité du capital. Donc, avec un, on produit deux, avec même un, on produit trois. Donc, en productivité, la productivité, c'est l'augmentation de la production par rapport au capital utilisé. Donc, au nombre de ressources utilisées. Est-ce que c'est clair? On est, non, j'espère que c'est clair, puisque vous n'êtes pas vraiment en première année. En quatrième année, c'est plus facile à comprendre. Donc, de ce fait, si il y a un progrès technique, augmenter la productivité capitale là où travaille là. Bon, au lieu d'avoir deux machines, je vais utiliser une machine, mais une machine qui a au moins 1100 copies par minute. Au lieu d'utiliser deux machines, à chaque cas, au moins 50 copies par minute. Donc, je vais utiliser une machine qui a au moins 150 copies par minute. Donc, une machine permet que vous produisez 150. Pourtant, avant, c'est une qui peut que vous produisez combien? 5. Et c'est une dynamique, ça que donc, au lieu que on va augmenter le capital disponible, mais ce n'est pas nécessaire. On va augmenter de préférence la capacité. De même, l'individu en soi, au lieu que nous prend plus de pour travailler, on fait formation pour eux, pour nous rendre plus efficace dans le travail. C'est ça le progrès technique. Donc, on dit la croissance intensive correspond à l'augmentation de la production grâce à l'amélioration de l'efficacité des facteurs de production mesurés par la production globale. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la productivité. Productivité, c'est la variation de la production par rapport à la variation des ressources encore des facteurs de production. Ça veut dire, à chaque fois qu'on augmente les ressources qu'on met capital là, les productions augmentent. Est-ce que c'est bon? Donc, de ce fait, le progrès technique est intimement lié avec la croissance. Donc, à chaque fois que nous rendons que les ressources sont plus productives, donc il y a plus de possibilités pour nous produire en croissance économique. Aussi simple que ça. Regardez dans les pays développés et les pays sous-développés. Il y a certains secteurs dans les pays sous-développés qui ont plus de monde qui travaille. Mais pourtant, si on regarde la productivité des pays sous-développés, est plus faible que dans les pays sous-développés. Pendant que dans les pays développés, pourtant, les pays développés a utilisé moins de monde. Ça fait ça. Accentuer sur le progrès technique au lieu qu'axer sur l'accumulation du capital. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, mes amis? Oui, professeur. OK. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Si vous pas attendez tout, poser des questions. Donc, je suis là pour vous. Que pour vous. Oui, oui. John et Gino. Oui, bonjour, cher professeur. Bonjour à chaque camarade qui... Bonjour, mon pote. Ça va? Ça va, cher Ouais. professeur. Oui, question par là, moi, marqué ces différences là. Bon, c'est vrai que je comprends et progrès technique là, même marqué ces différences entre lui-même avec l'accumulation du capital. Oui, mais en fait, mais ça, c'est que quand on dit accumulation du capital, c'est qu'on fait augmenter les ressources disponibles. Donc, en nombre, bien sûr. Par exemple, il y a deux machines, achetons l'autre machine. Là, c'est accumulation du capital. Accumuler, c'est quoi? C'est augmenter, bah ouais. Donc là, on fait augmenter le nombre de ressources disponibles. Si il y a plus de machines, donc considérablement, on produit plus. S'il y a plus de monde, donc considérablement, on suppose produire plus. Donc, il y a une augmentation des ressources. Il y a plus de disponibilité de ressources. Mais comme c'est capitalement parlé, donc nous mettons en dimension objet. Donc, on ne va pas parler de mots. Mais le progrès technique là, lui-même, c'est une manière qu'il utilise pour produire plus, sans pour autant il va besoin d'augmenter la quantité de ressources qui sont disponibles. Mais de préférence, il augmenter la capacité
ou le produit sans pas augmenter le nombre. Prenons, tu as deux machines dans le cybercafé. Chaque produit 50 copies par la minute. Au lieu que je achète une troisième machine, je préfère utiliser deux machines qui, même chaque bam 50, 100 copies par minute. Ça veut dire deux machines, bam 200, pendant que toujours gagné deux bam 200 avant. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas d'accumulation de capital. Mais cependant, ma capacité de production augmente sans pour autant augmenter la quantité de ressources. Est-ce que c'est plus ou moins clair maintenant? Ce qu'on appelle c'est un individu, c'est même ou même dans une entreprise là, et puis après 6 mois de formation. Donc là, il n'y a pas une dynamique pour que vous preniez plus de monde pour travailler, mais il y a amélioré capacité pour sa capacité pour avoir plus de rendement. Donc là, on est dans le progrès technique. Est-ce que c'est bon? John Wesley. John Ginos, est-ce que c'est clair pour toi? Oui, merci, cher professeur. Ok, John Wesley. En fait, cher maître, ouais. est-ce que dans deux façons, ça si nous avons essayé de parler d'optimisation des dépenses, dans deux façons, qui est-ce qui t'a mieux expliqué ou bien qui t'a mieux avantageux pour l'économie? C'est l'optimisation qui plus dans le progrès technique. Ok? Optimisation, c'est de trouver le meilleur choix. Par rapport à le meilleur choix veut dire que c'est moins de dépenses et puis produit un plus bon, produit un plus bon impact. Ça, c'est optimiser. Optimiser, ça veut dire c'est de minimiser les dépenses et augmenter les résultats. C'est bon? C'est bon, patron? Oui, merci beaucoup, cher professeur. Ok, John Wesley. John Wesley? On dirait que, John Wesley, si ça arrive que on va pas passer trop bien, préférable de écrire dans le chat là, il va avoir une question. Et gon l'autre monde qui met en l'air, ok, John Gino, c'est correct, je crois. John Wesley, on dirait difficile pour passer. Donc, automatiquement, on est capable de passer, c'est un peu le progrès technique. Donc, de ce fait, ensemble pays, notamment les pays développés, il n'y a pas d'optique augmenter les ressources, il y a plus d'objectif améliorer les ressources. Donc, améliorer les ressources, ça veut dire à ce que même ressources là, ou bien même quantité de ressources là, plus bon résultat. Et ça fait que vient avec la notion de la technologie. Je dis à même téléphone, on a fait 10 bagages à la fois. Pourtant, 10 ans de cela, tu as besoin de plusieurs bagages qui fait même ça, téléphone. Donc, tu as besoin d'ordinateur, il y a des bagages pour te faire. Le téléphone n'a pas de café. Mais je dis avec téléphone ou café. C'est l'optimisation. C'est le progrès technique. Donc, même téléphone, on va y ajouter fait que on va utiliser toujours un téléphone, on va faire le bagage en plus. On est dans le progrès technique. OK? Mais si on a accumulation du capital, on est obligé de l'autre ressources en plus. Mais je dis, on n'a pas besoin. Je me faire appel avec une grande ressource et puis qu'on fait 10 bagages. OK? Est-ce que c'est bon? Parce que c'est clair. Donc, ce sont les 5 déterminants de la croissance. C'est la main-d'œuvre, c'est en fait les ressources naturelles, c'est la population active, c'est la qualité de la main-d'œuvre, l'accumulation du capital et également le progrès technique comme 5 variables que je viens de vous rassurer qui déterminent, bien sûr, excuse-moi, la croissance économique. OK? Maintenant, quelles sont les mesures économiques qui encouragent
la croissance économique. Les mesures économiques, là, automatiquement, vous voyez que l'État, comme acteur au sein de l'économie, parce que nous, on n'est plus dans une économie totalement de marché, mais on est dans une économie plus ou moins, comment je peux dire, est-ce que je peux dire semi-dirigée ou une économie, même si c'est du marché, mais l'État est présent dans certains secteurs. OK? Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez suivi un cours d'économie politique, quand il a parlé de les facteurs déterminants de la présence de l'État dans une économie. John Wesley dit, est-ce que nous sommes capables de dire que le progrès technique là plus gagner rapport à l'innovation qui est l'accumulation du progrès? Tout à fait, c'est ça. Le progrès technique là plus est lié avec l'innovation au lieu que nos dynamique d'accumulation du capital. Donc, parce que l'innovation, c'est changement de pratique, c'est venir avec un bagage nouvelle. Donc, pendant que nous continuons à faire ça dans le fait. Oui. Donc, là, c'est plus l'innovation. Donc, le progrès technique, c'est vraiment l'innovation, c'est changement de pratique sans pour autant changer et la disponibilité ou le nombre de ressources disponibles. Thank you, John Wesley. John Zico, je vois que tu es là, hein, je te salue. Maintenant, nous avons que dans l'économie politique, il va dire qu'est-ce qui facteur capable de faire l'État intervenir dans l'économie. En économie politique, hein. Nous avons que c'est l'offre des biens publics, pas vrai? Nous avons l'État intervenir tout en situation d'information imparfaite. Ça veut dire qu'il y a une asymétrie d'information au niveau du marché. L'État est capable d'intervenir parce que n'oubliez pas, si on est dans une économie concurrentielle, il faut qu'il y ait c'est ce qu'on appelle l'information parfaite. Il y a aussi la redistribution de la richesse parce que automatiquement, production fin faite, il faut qu'il redistribue. Donc, l'État vient avec des mécanismes de redistribution de richesse. OK? Au sein de l'économie. Qui ça me va citer encore? Il y a tant d'autres éléments qui justifient l'intervention de l'État dans l'économie, qui viennent faire que aucune économie dans le monde, après bien sûr 1929, notamment à partir de 1930, donc l'État est présent et de toute façon. Donc même si l'État n'est pas totalement présent, mais l'État est présent pour corriger certaines imperfections. Maintenant, l'État est capable de prendre des mesures pour encourager la croissance économique en notre pays. D'abord, c'est que l'État peut encourager les investissements dans le capital humain. Par exemple, l'État est capable d'offrir des bourses aux étudiants pour aller étudier soit à l'extérieur ou bien dans le pays. L'État est capable de tout octroyer des subventions à l'éducation. Par exemple, pour des écoles, des universités, etc. Bien sûr, tout fait en fonction de la priorité ou encore des priorités du gouvernement. C'est pas parce que vous faites l'école et puis vous êtes obligé d'une subvention pour ça. Donc, ça dépend. Est-ce que l'école doit l'inscrire dans la priorité gouvernement? Ça veut dire l'école doit, est-ce que l'inscrit dans ça? Est-ce que soit former mounio, genre former mounio, l'inscrit dans l'agenda gouvernemental? Également, des prêts aux étudiants, par exemple, dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle prêts aux études. C'est ou même qui font faire le livre classique et puis on parle de l'argent pour payer l'université, l'État, bon, prêt et bourse. Bourse là, donc sont comme que le bas au pays universitaire. Et puis, prêts sont comme que ou disposés pour payer universitaire, mais quoi pour payer à l'avenir. Donc, tout ça aussi des mécanismes incitatifs à la croissance économique. Parce que n'oublie pas, c'est que je crois que les tenants du capital humain, ils expliquaient très clair. C'est-à-dire que chaque fois que ils fait augmenter les dépenses en éducation, ils augmenter capacité, il a dit, un productif individuel ou encore main-d'œuvre là. Et l'augmentation des capacités productives main-d'œuvre là, il fait à ce que l'augmenter production entreprise là.
Et si l'augmenter production entreprise, il va augmenter production nationale qui c'est PIB. Et parallèlement, individu à son personnel, il a gagné un revenu qui est beaucoup plus important. Et c'est ça l'explique. Et même aussi des appuis aux établissements de formation comme l'école professionnelle et l'université. Ça, c'est une dimension beaucoup plus investissement immatériel. Mais l'État aussi peut favoriser l'avancement des techniques en encourageant la recherche et le développement. Par exemple, pour les universités, l'État subventionne des recherches en développement. Par exemple, si besoin de comprendre la cause d'insécurité en Haïti, on investit dans les universités, des recherches, on investit dans des firmes de consultation qui auraient, par exemple, des centres de lobby ou bien et des centres de recherche pour essayer de faire des recherches pour comprendre qui ça explique le phénomène. Parce que dans la majorité des pays, ce n'est pas l'État qui fait recherche, c'est l'université, c'est centre des experts qui fait. Mais l'État, les subventionne ou encore des financements pour faciliter le travail à la fête. Et à partir du travail, il y aura un public et puis l'État va prendre des décisions sur lui. Parce que n'oublie pas, pour prendre une décision, il faut que les données soient disponibles. Donc, il y a 6 grandes recherches qui fait sur lui, mais qui capitaliser sur les recherches et puis pour prendre des décisions. Donc, c'est l'État dans politique publique. Donc, la politique publique est accentuée sur les données disponibles pour être capable de mieux aborder les questions. OK? À travers cette mesure, l'État pourrait permettre aux entreprises d'accroître leurs activités. C'est ça que c'est? Ça, c'est trop clair. OK? Maintenant, et non seulement ça, vous connaissez très bien, c'est que l'État a pris des mesures particulières, bon, produit plus courant, les ordres publics, c'est normal. OK? Donc, mais ça, c'est surtout des mesures, comme on t'a dit, c'est des mesures indirectes. OK? Déjà 45, ça veut dire que tu as filmé 15 minutes. Parce que je sais que vous êtes fatigué un peu. Typologie de croissance économique. Là, maintenant, nous allons regarder qui différents types de croissance qui gagnent dans l'espace. Qui gagnent généralement. Ça veut dire, quel que soit le pays, il est capable d'adopter un type de croissance par rapport avec l'objectif. Il n'y a pas une méthode absolue. Ça n'a pas existé qu'un côté. Et une erreur qu'un pile pays fait, c'est parce que il a souvent essayé d'utiliser un modèle qui réussit dans notre pays. Pourtant, il n'y a pas la même situation, il n'y a pas les mêmes antécédents en termes de population. Donc, depuis que Wallace accentue son modèle et puis pour appliquer notamment à la lettre, il ne peut pas produire résultat. Parce que le peuple haïtien n'est pas le peuple dominicain. Donc, la conception d'un haïtien, d'une haïtienne, ce n'est pas la conception d'un dominicain ou d'une dominicaine. Donc, quand on dit, par exemple, terre en Haïti, haïtien ou l'autre façon pour la team dominicaine. Pour qui ça? Parce que bon histoire. Logiquement, si on dit on fait route, approche ça pour que vous dédommagez pour la fête là, pour appliquer pour la fête là, pas qu'à même bagaille qui est faite en dominicaine, parce que peut-être pas même, il va avoir le même rapport avec terre. Maintenant, type de croissance. En fait, il y a plusieurs types de croissance. Donc, il y a plusieurs approches. D'abord, il y a la notion de croissance endogène. La croissance endogène, donc, si on fait référence rapidement avec une notion qu'on apprend en économie du développement, c'est développement endogène. Une croissance endo, c'est quoi? Son progrès économique capitalisé sur l'utilisation de ressources en d'un pays. C'est une ressource interne. OK? Par exemple, on dit que la croissance endogène, surtout sinon on fait référence à Paul Romer, donc que nous parlons en profondeur dans quoi. La croissance endogène est une théorie développée par Romer en 1980 qui vise à expliquer la
croissance économique par des facteurs internes au processus de production et non pas des apports externes. Ça veut dire, si l'approche d'Haïti, c'est la recherche d'une croissance endogène, donc de ce fait, Haïti devrait capitaliser sur les ressources du pays. C'est les Haïtiens à l'extérieur d'Haïti, c'est les ressources naturelles intérieures, c'est, je ne sais pas si c'est les approches qui ont développé par les Haïtiens à l'intérieur de ce pays, donc pour produire le progrès économique qu'on appelle croissance économique. Okay? Cette croissance vise à expliquer que la croissance au sein d'une économie ne peut être auto-entretenue. Auto-entretenue, ça veut dire que c'est une croissance qui doit être produite par le pays lui-même, non pas des apports externes. C'est pas une théorie de la France des États-Unis, c'est pas des Canadiens, des Américains qui vont venir pour dire, bon, voilà, c'est ce qu'on devrait faire, mais c'est les Haïtiens, en quelque sorte, donc, qui supposaient, en fait, participer à la croissance, ça, c'est croissance économique. Donc, c'est ce qu'on appelle la croissance endogène. Donc, contrairement à la croissance exo, qui était en fenêtre pour que gagne un apport externe. OK? En politique publique, on appelle ça une fenêtre d'opportunité, si on peut le dire comme ça. C'est que, on va terminer sur cette notion. La croissance exogène, donc c'est plutôt Robert Solow, les mêmes, qui expliquaient que progrès économique en pays n'est pas dépend seulement de ressources internes, mais pour lui, c'est que un facteur externe qui expliquait croissance. Il n'y a pas une question de ressources internes, etc., mais il faut faire appel à d'autres facteurs externes pour qu'on puisse produire la croissance économique. Donc, cette croissance est développée par Robert Solow et qui soutient que le progrès technologique et la croissance démographique servent à la croissance sur le long terme. Ça veut dire quoi? C'est que s'il y a progrès technologique et il y a également croissance démographique, ça pourrait produire de la croissance, mais c'est à long terme. Il dit pour lui, c'est que la croissance viendrait des phénomènes extérieurs ou encore externes. En quelque sorte, c'est pour lui, c'est que il ne peut pas expliquer vraiment quel facteur explique la croissance, mais pour lui, c'est quelque chose qui est tombé du ciel. On la manne du ciel. Et cette croissance ne proviendrait par des entreprises elles-mêmes. Ça veut dire c'est que pour lui, il considère que les entreprises ne suffisent pas à elles de produire la croissance. Il faut qu'il y ait un facteur externe pour expliquer. Je ne dis pas qu'il ne sait pas quel facteur qui pourrait l'expliquer, mais il y a un facteur, peut-être c'est une manne du ciel, je ne sais pas, mais pour lui, il y a un facteur. Et il y a tant d'autres qui disent, non, voilà, le pays ne peut pas vraiment s'en sortir sans d'autres facteurs externes. Il faut faire venir ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de ressources pour développer le pays. Il faut faire appel aux investissements directs étrangers. On n'a pas assez de moyens pour développer, par exemple, nos côtes. Il faut faire venir des compagnies étrangères pour développer un peu. Donc, ce n'est pas dit ça, mais en fait, si on essaie d'expliquer sa théorie, c'est que oui, il y a toujours un facteur externe qui explique la situation. Donc, en aucun cas, on ne peut pas arriver à une croissance économique avec uniquement les ressources internes. Pourquoi? Parce que pour lui, les entreprises, en termes de capacité, sont insuffisantes pour expliquer considérablement la croissance économique. Donc, de ce fait, pour Robert Solow, donc la croissance n'est pas en dos, mais la croissance exogène. Est-ce que c'est clair, mes amis? Il reste 8 minutes maximum parce que je ne vais pas aller plus loin, puisque vous êtes fatigués et vous êtes là depuis 9 heures. Et je ne sais pas si vous avez des questions
et au cours de ces 8 minutes qui restent. Oui, est-ce que vous avez des questions? Et la semaine prochaine, on va continuer avec les types de croissance, quand nous allons voir la croissance extensive, intensive. On va parler aussi de croissance équilibrée, déséquilibrée, et vous allez l'approche de croissance, l'approche du progrès économique, comme nous précède tout ça, quelque chose. Est-ce que c'est bon? Pas la semaine prochaine, demain. Désolé, je dis la semaine prochaine. Demain à quelle heure? Demain, c'est à la même heure, c'est à midi. Donc, le coup, c'est à midi 2h. Et lundi, exclusivement, c'est à midi. On aura une séance particulière. Parce que les étudiants ont cours chaque lundi, 9h midi. Donc, comme ça, ils pourront respirer un peu avant le cours. C'est bon? D'accord, professeur. Ok, d'accord, John Siko. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de partir. M'attendez, par contre, combien de filles dans ça là? M'attendez, dernièrement, m'attendez filles. Il y a Vital là. Ah, ok. Vital est là. Il y a une fille, Vital est là. Ah, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une. Valdessa, m'attendez aujourd'hui, non? Hein? On dirait que c'est la seule fille. Je suis là, professeur. La seule fille de la classe, pas vrai? Non, il y en a d'autres. Ouais, et c'est qui? Il y en a d'autres. Elle est là. C'est qui? Vital. Elvara est là. Ouais, que tu es là, ouais. Oh, il y a Elvara, c'est ça? Il y a Vital aussi. Arrête, mon cher. Ok, c'est bon, merci. Bon, et quoi, parce que je dis, c'est que l'économie pas pour garçons seulement, l'économie c'est filles, garçons. Il y a beaucoup de filles qui aiment un peu l'économie, hein, quand on parle un peu de l'économie, parce que quand on passe de pour parler d'économie, on va faire mon temps. Et l'économie, c'est en science qui ouvre plusieurs fenêtres. Donc, avec l'économie, quand tu fais l'économie, tu es un peu à l'aise en politique, tu es un peu à l'aise en finance, en comptabilité, en gestion, tu es à l'aise même en relations publiques, tu es à l'aise, je peux dire, parfois même en sciences juridiques, vous avez quelque chose à dire. Et toutes les autres sciences sont au service de l'économie. En sociologie, psychologie, parce qu'en économie, c'est un médecin social. D'abord, pour penser de l'économie, il faut que vous avez un minimum et de compréhension sociologique et psychologique quand même. Parce que l'économie étudie le comportement de qui humain. Psychologie, humain, social et l'espace, ressources, le jeu social. Rapport moun avec ressources. Rapport moun avec moun. Tu vois? Mais surtout rapport moun avec ressources. Et c'est Wells à l'économie. Donc, de ce fait, lorsqu'on économiste, donc, on a vu de... C'est correct? Et sinon, je vous dis, m'envoyer le lien de connexion pour nous. Là, nous sommes capables de refaire. Pas dire refaire, non, nous sommes capables de faire une sorte de rappel. Ok, c'est bon? Merci d'avoir été là. Merci de votre disponibilité. On se voit demain à midi. Bye bye. Pas oublier tout, depuis qu'on bagaille que tu as besoin de corriger, dis-moi ça, je vais le faire. Si ça arrive que la méthode utilisée a quelques soucis, pas négliger faire ça. Pendant que c'est un débat qui nous attendait bien, nous voulons corriger, on va le faire. C'est bon?
Monsieur Vilsena, Ouais, mon pote. oui, pour l'enregistrement, n'oubliez pas de nous l'envoyer. Ouais, je vais le faire, t'inquiète. C'est D'accord. après le maximum, you know 2 jours, maximum. D'accord. Et depuis que nous n'avons pas fait, le fait si. D'accord. Ok, c'est bon. Bye. D'accord. Je te dis à la prochaine. Merci.